le sucre, c'est pas seulement ce morceau qu'on met dans le café, mais il y a plusieurs sucres. En fait, le terme sucre, comme on dit, n'existe pas en lui seul, mais c'est les sucres, hein, les glucides. Et donc, c'est à utiliser avec parcimonie pour éviter les pics glycémie qui créent aussi des pics d'insuline. Et donc, voici pour aujourd'hui la deuxième partie. J'ai encore insisté sur les explications parce que beaucoup sont arrivés aujourd'hui qui n'étaient pas là dernièrement. Et donc, j'ai insisté un peu. Et là, nous allons donc commencer la deuxième partie. De quoi nous allons parler pendant cette deuxième partie? Donc, nous allons continuer à voir quels sont les facteurs, les autres facteurs diabétogènes. Donc, nous parlerons d'abord de la production endogène de sucre. Vous comprendrez que notre corps lui-même sait fabriquer le sucre. Et parfois, il nous joue des sales tours. Le sel, un puissant diabétogène. On pensait que le sel était seulement impliqué dans l'hypertension artérielle, mais des études ont bien démontré que le sel est un puissant diabétogène. On le verra. La sédentarité, le manque de sommeil, l'inflammation et le déficit en magnésium. On l'a vu, mais voilà, on va repréciser. Alors, et puis, nous verrons pourquoi il faut s'inquiéter du diabète. Et à la fin, nous allons proposer quelques solutions qui vont vous permettre de vous prévenir le diabète, mais aussi d'atteindre la rémission du diabète. Et moi, je voudrais dire la réversibilité du diabète. C'est un débat. Certes, il y a encore un débat là. Beaucoup ne croient pas qu'on peut se guérir du diabète, mais en réalité, nous avons la conviction que si les naturopathes et les nutrithérapeutes ont bien des outils qui peuvent permettre la réversibilité du diabète. Mais il faut y croire et puis il faut accepter de changer sa vie, l'hygiène de vie, surtout l'hygiène de vie. Parce que ce qui nous pose problème, c'est l'hygiène de vie catastrophique qu'on mène souvent. Le stress, donc j'ai dit la production endogène de sucre, c'était pour parler du stress, un autre diabétogène. Nous sommes beaucoup stressés, vous le savez. Et le stress fait monter la glycémie sans manger du sucre. Je me rappelle d'une histoire où pendant que j'étais en stage, une personne qu'on suivait, la personne qui me suivait en stage avait comme patient, et la personne est arrivée un matin avec une glycémie assez haute. Et la personne tentait de se justifier, mais hier, je n'ai pas mangé du sucre du tout, je n'ai rien pris de sucré en tout cas. Et puis là, je vois mon tuteur qui dit « Et à la maison, ça se passe bien ?» « Ah non, mais Madeleine m'a fait chier hier. Hein? Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, on s'est engueulé. Hein? » Eh bien, justement, donc la personne a pris un bon coup de stress. Madeleine ne l'a pas seulement embêté, mais Madeleine lui a bourré de sucre par la discussion qu'ils ont eue. Et donc, c'est ce qui se répercutait donc, le matin quand on regardait la glycémie. Le stress provoque l'augmentation de la noradrénaline qui, à son tour, active la lipolyse. La lipolyse, c'est la fonte des graisses dans le corps. S'ensuit la dégradation du glucogène, ce qui fait monter la glycémie. Le stress, on l'appelle aussi tueur silencieux. Le stress, c'est en fait quelque chose de normal. Parce que si on n'a pas de stress, on mourrait facilement. En fait, on nous a programmé le stress dans notre organisme pour fuir du danger, pour avoir la force de s'échapper du danger et garder son intégrité physique. Le stress est une adaptation au monde extérieur changeant par une activation d'hormones et de neurones obéissant à l'interaction entre le cerveau et le reste du corps. Ça, c'est ce qu'on appelle le stress physiologique, ce que nous avons tous. Or, il arrive que cette perturbation s'établit de manière durable. Et c'est là qu'on bascule dans le stress toxique. Une porte claque et voilà. On bascule dans le stress toxique. Le stress toxique est facteur de l'hypersensibilité, de l'anxiété, de la colère, la tristesse. Et donc, le stress qui s'exprime en termes d'hypersensibilité, anxiété, colère, tristesse, ce stress-là va produire du cortisol.
Et donc, le stress toxique ouvre de nombreuses maladies. Ça, il faut qu'on le ouvre à de nombreuses maladies. Il faut qu'on le retienne. Hein, les maladies chroniques, comme le diabète. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Le cerveau est le réceptacle du stress. C'est lui qui voit le lion qui arrive. Hein? Donc, il y a un lion qui arrive et le cerveau reçoit donc ce signal que nous sommes en danger. Et le cerveau met en branle deux systèmes. Il y a d'abord les neurones. Donc, il y aura rapidement, en tout cas instantanément, une modification du fonctionnement des neurones. Et de l'autre côté, il va envoyer un signal. Donc, à partir des neurones, tout le corps saura que nous sommes en danger, que je suis en danger. Et donc, on prend les dispositions. Et au niveau des glandes surrénales, donc quand vous avez au-dessus des reins, nous avons des glandes surrénales. Et ces glandes surrénales vont produire des hormones. Donc, de l'extérieur de la glande surrénale, donc cette glande va produire le cortisol. Mais pour faire simple, le cortisol va provoquer le sucre, ou bien le cortisol, c'est aussi un sucre. Et tout ça, pourquoi? C'est pour que nos cellules n'attendent pas que nous produisons de l'ATP pour avoir la force qui va nous permettre de courir. Non, c'est que le sucre va instantanément aller dans les cellules à partir du cortisol qu'on aura produit. Et puis, donc, ces glandes-là de l'intérieur vont produire ce qu'on appelle les catécholamines. Donc, ce qu'on connaît tous, hein, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, ces hormones ont pour rôle de créer une vasoconstriction. C'est-à-dire que prenez l'eau, vous avez un tuyau et l'eau est en train de couler, et quand vous pincez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez que le débit de l'eau s'accélère. Et ce phénomène-là se passe dans notre corps quand on est stressé. Et en ce moment-là, le sang va aller irriguer toutes les cellules, mais rapidement, pour que chaque cellule soit capable de donner la force qu'il faut pour courir et éviter que le prédateur puisse nous assommer. Mais alors, le monsieur dont je viens de parler, il est stressé devant sa femme, mais tout ce qu'il a produit dans son corps, qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Et souvent, on est stressé pour rien. Et quand on est stressé, vous allez voir des gens qui vont avoir la capacité de gueuler tout de suite parce qu'ils ont envie de sortir tout le sucre qu'ils ont accumulé, ou des gens qui vont aller taper sur quelque chose parce qu'ils n'ont plus la maîtrise de cette excitation. Donc, en tout cas, vous avez compris le mécanisme avec lequel notre corps produit de manière endogène des sucres. Le stress est dangereux. Et donc, quand ce phénomène-là, quand il s'agit de fuir un lion, oui, il est bon le stress. Vous allez dans la savane, vous allez voir une antilope qui voit derrière un lion qui court derrière cette antilope-là. Et quand elle réussit à se sauver, tout de suite, elle revient à son état normal. Elle ne va pas continuer à aller dire à moi ici, elle ne va pas aller parler à ses copines. Moi, je ne veux plus rester ici. Hein. Il y a des lions qui me courent derrière. Hein. Moi, demain, je vais plier bagage, je vais partir chez mes parents. Hein. Non. L'antilope a eu le stress pour fuir le danger. Et après cela, c'est fini. Il se met à brouter de l'herbe. Or, nous, on rumine longtemps ce qui s'est passé et on continue à produire ces hormones-là. Et c'est le fait que le stress reste longtemps qu'il est toxique et qu'il provoque beaucoup de maladies. Donc, j'espère que vous avez compris le stress. On va parler de la sédentarité. Plus de 6 heures par jour en position assise réduit en moyenne l'espérance de vie de 20%. Nous ne sommes pas faits pour nous asseoir. Et je regrette de vous avoir mis dans vos canapés ce soir à m'écouter, mais on n'avait pas d'autre solution. J'aurais dû dire, restons tous debout. Mais en tout cas, il n'est pas bon de rester assis plus de 2 heures.
la sédentarité tue. Une méta-analyse de 16 études représentant un panel total de près de 800 000 personnes montre que le fait de rester le plus souvent assis, canapé, télé, bureau, voiture, et le manque d'activité physique tue plus que le tabac. La sédentarité et l'inactivité physique est un facteur de risque de diabète, mais aussi d'accidents cardiaques, de mortalité cardiovasculaire et de mortalité de toute cause, ceci par le fait suivant. Donc, le manque d'activité physique, la sédentarité, réduit la masse musculaire, celle qui dépense l'énergie. Il y a aussi réduction du nombre de mitochondries. En fait, les mitochondries sont ces petites usines dans nos cellules qui produisent l'énergie. Et ces mitochondries, quand on ne fait pas, quand on ne bouge pas assez, nous en avons moins que les personnes qui font souvent du sport, que les personnes qui sont souvent actifs. Les grands sportifs vont caracoler jusqu'à plus de 20 000 mitochondries dans une cellule et les personnes sédentaires vont tourner autour de 2 000, au plus 6 000 mitochondries, qui produit le plus de l'énergie. Et c'est la personne qui a beaucoup de mitochondries. Et donc, vous voyez bien que l'activité physique est importante dans la production de l'énergie. Et donc, l'activité physique est un médicament pour le diabète. Donc, le manque d'activité physique augmente aussi la masse grasse. S'asseoir, ça provoque le risque de surpoids. L'élévation de l'inflammation et ses marqueurs, le manque d'activité physique, favorise le stress et la pulsion alimentaire de compensation. Souvent, on mange par pulsion. On est déçu en amour, on va se manger, on va avoir une prédation sur la nourriture. On est déçu au travail, on va aller se venger sur le sucre. On est déçu sur quelque chose d'autre, on va aller se venger sur la nourriture. Retenons bien que la baisse ou l'absence de l'activité physique installe la graisse viscérale dont je vous ai parlé, la graisse viscérale, la bédaine. Mais cette graisse qui n'est pas inerte, mais qui produit des acides gras libres qui vont aller insensibiliser les récepteurs à l'insuline et qui provoquent même des maladies cardiovasculaires. La sédentarité tue plus que le tabac, vous l'avez compris. Le manque de sommeil réparateur, en fait, réfléchissez. C'est à quel moment que nous nous réparons? Quand nous avons passé la journée à travailler et tout, à stresser et tout, il faut bien qu'on ait un temps où l'organisme va se réparer. Et c'est quand on dort. Et donc, le manque de sommeil provoque l'augmentation du risque d'intolérance au glucose, puis le diabète. C'est une conclusion d'une série d'études. C'est la nuit en dormant que notre corps se répare. L'insomnie a des effets inflammatoires et empêche les réparations de l'ADN et des protéines qui ne peuvent se faire que la nuit pendant qu'on dort. Et ces capteurs de l'insuline sont des protéines. Si on ne peut pas les réparer la nuit, à quel moment on va les réparer? Le manque de sommeil dérègle l'appétit. Parfois, on se trompe, on n'a pas dormi et puis on va se mettre à beaucoup manger. On a l'impression il nous manque quelque chose et on mange beaucoup. Et donc, cela induit l'obésité, puis le diabète. L'insomnie a des effets inflammatoires et empêche la réparation de l'ADN et des protéines qui ne peuvent se faire que la nuit pendant qu'on dort. L'inflammation et le déficit en magnésium, on en a parlé. Et là, vous avez en gros, à gauche, par exemple, on va dire une cellule sur laquelle on voit en gros plan un capteur à l'insuline qui fonctionne bien et juste à côté, parce que le capteur à l'insuline fonctionne bien, les transporteurs de glucose s'ouvrent et puis le glucose rentre dans la cellule. Mais à droite, vous avez donc ce capteur qui ne comprend pas le message de l'insuline et les transporteurs sont fermés. Et vous voyez en blanc le glucose qui traîne dans le sang. Donc, en plus de la présence de trop d'acides gras libres dans le sang,
l'insensibilité des récepteurs a pour autre cause majeure l'inflammation et le déficit en magnésium. Le stress chasse le magnésium dans les cellules. Alors, j'avais dit que nous allons parler de la glycation aussi. Pourquoi s'inquiéter du diabète? Pourquoi s'inquiéter du diabète? Le deuxième grand phénomène du diabète, c'est la glycation. En tout cas, là, j'aimerais que vous puissiez vraiment bien suivre. Le deuxième phénomène du diabète, c'est la glycation. C'est quoi la glycation? En fait, la glycation, c'est, vous voyez, là, par exemple, on a représenté en rouge l'hémoglobine. Quand vous partez chez le médecin, on vous parle souvent de l'hémoglobine glyquée. En fait, qu'est-ce qui se passe quand nous mangeons du sucre? Quand, en fait, les glucides dans notre corps, et avec la température qu'il y a dans notre corps, arrivent à, entre guillemets, créer des formes de caramélisation de glucose qui vont aller se coller sur les protéines. Et vous savez que l'hémoglobine, c'est une protéine. Donc, ces petits morceaux ou ces taches vont aller se coller sur les protéines et c'est là le gros souci qui va rendre insensibles ces protéines-là, surtout les globules blancs, quand ces globules-là sont glyqués, deviennent aveugles, n'arrivent plus à repérer le danger et notre système immunitaire baisse. Les protéines, dont les enzymes, parce que nous fonctionnons avec des enzymes, hein, toutes les réactions chimiques que nous avons dans notre corps, nous fonctionnons avec les enzymes. Or, ces enzymes-là sont aussi des protéines. Et ces protéines, donc, deviennent handicapées. Et il y a baisse de capacité de production de globules blancs et des anticorps. Donc, cette glycation aussi induit des gangrènes. Et c'est ça qui va aller provoquer des amputations en France. La plupart des amputations sont dues au diabète. Cette glycation va provoquer aussi la baisse de défense, augmentation de risque de pathologies dégénératives, cardiovasculaires et cancer, déclin cognitif. Je vous ai dit que Georges était stressé et il avait aussi des problèmes de mémoire. Et donc, le déclin cognitif se faisait voir. Et donc, quand on parle de ce déclin cognitif précoce, et sachez-le qu'au fil des temps, il va aller provoquer la maladie d'Alzheimer. Et c'est cette maladie qu'on appelle diabète de type 3. Ce terme-là commence à être en vogue aujourd'hui. Diabète de type 3, la maladie d'Alzheimer. Retenons, les pics de glucose sont responsables de la glycation. Et la glycation accélère le vieillissement. Justement, quand on vieillit de manière prématurée, c'est parce que nous avons trop de glycation dans notre corps. Je rigolais entre-temps quand j'ai une amie, en fait, une personne que j'aide souvent et qui a été voir son médecin, et puis le médecin s'était étonné d'une sorte de baisse qu'elle trouvait trop rapide de la glycation. Donc sa glycémie, son hémoglobine glyquée, pour elle, pour son médecin, paraissait trop bas. Cette dame est revenue vers moi. Je dis, tant que c'est bas, c'est mieux, quoi. Hein? Plus c'est bas, plus c'est mieux. Si tu gliques pas beaucoup, ça veut dire que ça fonctionne bien dans ton organisme. Mais souvent, voilà, les secrets sont là. C'est éviter les pics de glycémie. Et vous allez voir cette glycation, cette hémoglobine glyquée, à la prochaine fois que vous irez faire vos examens, vous allez voir que l'hémoglobine glyquée va baisser. Et ça vous préserve de beaucoup de maladies. Ça vous préserve. La glycation, en tout cas, on doit s'inquiéter du diabète parce que le diabète produit des glycotoxines, des glycotoxines. Alors là, on était dans le corps où ces glycotoxines se produisent. Or, on les produit nous-mêmes dans la cuisine.
Vous n'avez pas cet appareil-là où on va cramer un morceau de pain avant de le manger? Mais est-ce que vous savez que ce que nous mettons au-dessus quand le pain crame, ce sont des glycotoxines qu'on avale et on est étonné que ces glycotoxines aillent encore provoquer de la glycation dans le corps. Les réactions de Maillard, je vous avais parlé du barbecue dernièrement, les réactions de Maillard dans notre cuisine provoquent de la glycation. Les protéines glyquées, on les produit de manière endogène, mais on les produit aussi de manière exogène dans notre cuisine. Et donc, vous voyez là, il y a une sorte de pot où vous voyez comment la personne vieillit de manière précoce. Donc, la glycation accélère le vieillissement. À dose élevée, ils sont soupçonnés d'accélérer le vieillissement. Et puis, la glycation, elle augmente le risque de certaines maladies, dont les maladies cardiovasculaires, je vous l'ai dit. L'insulinorésistance, il s'agit de l'insulinorésistance dans le diabète, la rétinopathie diabétique, les cataractes, sarcopénie, Alzheimer, Parkinson, maladie rénale, hépatique, arthrite rhumatoïde, cancer et ainsi de suite. Les molécules de Maillard ou glycotoxines augmentent les risques de complications vasculaires du diabète. C'est à retenir. Alors, nous voici arrivés pratiquement à la fin de notre travail et c'est le moment où je vais vous parler de la prévention et le co-traitement parce qu'en fait, s'il y a des médecins parmi nous, c'est pas la peine de se dire que chacun doit s'occuper du malade, chacun doit s'occuper du patient dans son coin. Il est bon que les uns et les autres mutualisent, donc travaillent en face comme du co-traitement. Et je vous ai dit que la réversibilité est possible. La résistance à l'insuline, avec les pics d'insuline qui l'induisent, est la première cause du diabète de type 2. Vous l'avez compris tout au long de ce qu'on vient de se dire. La bonne nouvelle, c'est que de nombreuses découvertes scientifiques montrent que les problèmes liés à ce phénomène, dont le diabète de type 2, sont réversibles. La réversibilité du diabète, elle arrive déjà on peut faire de la prévention. En fait, on peut déjà faire, c'est malheureusement ce qu'on oublie souvent, la prévention pour que le diabète, la résistance à l'insuline n'arrive pas. Souvent, on l'oublie. Donc, gérer les sucres, gérer les pics de sucre vont permettre à ce qu'on évite la résistance à l'insuline. Il faut potentialiser la production de l'ATP, donc de l'énergie, potentialiser la production de l'énergie. En quoi faisant? Mais en faisant beaucoup d'activités physiques. Donc, l'activité physique adaptée et régulière, couplée à l'alimentation anti-inflammatoire, permet de prévenir le risque de diabète, de potentialiser la production de l'ATP, mais là, il faut d'autres cofacteurs du genre chrome, magnésium, qui vont permettre à nos cellules de potentialiser donc la production de l'ATP. Et puis, j'ai parlé des gènes entre-temps, mais ici, une étude a bien montré que, en fait, l'alimentation et l'activité physique vont permettre aux personnes qui sont prédiabétiques, donc ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce stade-là, d'éviter de tomber dans cette maladie. L'activité physique régulière, je le répète, l'activité physique adaptée et régulière, alimentation anti-inflammatoire, maîtrise de l'ingestion des sucres, réduction de la glycémie, gestion du stress, mais aussi le sommeil réparateur, moins de pollution. Malheureusement, nous vivons dans une société où on a de la pollution partout, mais si on peut éviter, ce serait bien. Et puis, on n'oublie pas que les pauses alimentaires aident à réparer. Nos gènes aussi aident à nous réparer. Les pauses alimentaires, donc je veux parler des jeunes.
des jeûnes. On pourra vous l'expliquer à d'autres occasions, ces jeûnes-là, mais sachez-le que ce sont des techniques qui permettent de se passer du diabète si on ne l'est pas encore, mais aussi aident à la rémission. Et comme moi, je le perçois, ou comme beaucoup d'entre nous le perçoivent, la rémission, la guérison du diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est une autre affaire. Mais le diabète de type 2, en tout cas, j'ai la conviction que ce diabète peut se guérir. Le médicament antidiabétique le plus puissant de tous est, je le répète, l'activité physique. Une activité physique régulière, c'est cette activité physique qui permet d'entretenir la masse musculaire, parce que c'est avec la masse musculaire qu'on dépense l'énergie. L'activité physique permet d'augmenter le débit sanguin. Les muscles réagissent mieux face à l'insuline quand on a souvent l'activité physique. Et puis, je vous ai dit que c'est avec l'activité physique qu'on arrive à augmenter le nombre de mitochondries, cette petite usine cellulaire qui produit l'énergie. Et si vous êtes diabétique ou pas encore, entre 3 et 5 séances de 30 minutes minimum par semaine serait salutaire. Vous pouvez y aller progressivement en fonction de vos capacités et toujours en accord avec votre médecin. Pour voir votre médecin pour lui dire je veux faire ça. Parce que lui, il sait quelle est l'activité physique qui vous conviendrait. Lui, il connaît vos pathologies et pourra vous dire telle activité physique ne vous correspond pas. L'alimentation anti-inflammatoire et anti-diabétique. Je vous conseille plus de végétaux. Plus de végétaux, moins de viande. Réduire sa consommation de sucre rapide et de matières grasses. Les charcuteries, les beurres, les chips, les crèmes, les fromages, il faut les réduire. Privilégier les glucides lents en faisant la part belle aux céréales complètes. Consommer des protéines maigres comme le poisson ou la viande blanche et limiter les viandes rouges. Limiter les viandes rouges. Miser sur les fibres alimentaires, les fruits et légumes, c'est pas pour rien que le slogan existe. Réduire sa consommation d'alcool. Si une carence nutritionnelle le justifie, vous pouvez vous complémenter, mais attention, faites-le avec un professionnel. Le magnésium, le chrome, les vitamines B, coenzyme Q10, et tout cela permet la rémission. Alors, donc je vous ai parlé d'une dame qui a des techniques que vous pouvez aller voir sur son Instagram. Elle s'appelle Jessie Inchospé. Alors, elle a trouvé un moyen d'éviter les pics de glycémie, mais elle a dû, pour le faire, travailler sur à peu près 300 études. Elle a dû regarder, en tout cas 300 études pour produire ce travail-là. Vous avez ici des craquelins. Ici, des craquelins. La personne, donc à gauche, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais à gauche, vous avez quelqu'un qui a mangé des craquelins. Et vous avez vu, la glycémie est montée haut. Mais les mêmes craquelins, il les a mangés, mais avant de les manger, il a pris un verre d'eau avec un peu de vinaigre de cidre. Et vous voyez, la courbe de sa glycémie s'est lissée à peu près. Vous voyez ces techniques-là. Donc, quand on veut manger quelque chose de sucré, ce n'est pas mauvais. Ou quand on veut passer à table, ce n'est pas mauvais de commencer par un verre d'eau avec une cuillère de vinaigre de cidre. Et là, par exemple, une crêpe, au milieu, vous avez une crêpe avec du chocolat, une crêpe avec du Nutella, ce que je ne vous conseille pas. Mais bon, vous voyez le pic de la glycémie. Et en bas, une crêpe, la même crêpe, mais avant cela, un verre d'eau avec un peu de vinaigre de cidre. Le pic est moyen. La pomme, ici, c'est une autre technique. Ici, il va manger la poire, par exemple. Elle va manger la poire avec de la purée de noix. Donc, ce mélange poire plus purée de noix a fait que la glycémie a été lissée. Mais quand
À jeun, elle n'a rien dans le ventre, elle est allée taper sur une poire et regardez comment la glycémie est montée. Donc ces jeux-là, vous devez les jouer tout le temps pour éviter que la glycémie monte. Parce que lorsque la glycémie va monter, qu'est-ce que le pancréas va faire? Il va sécréter beaucoup d'insuline. Et l'insuline va essayer d'aller faire entrer le sucre. Vous le savez, je me répète, va essayer de faire entrer le sucre dans les cellules, mais le reste, il va stocker et on prend du poids et on court vers des maladies. Alors, le diabète, pour la prévention et le co-traitement, nous avons en nutrithérapie ces ingrédients qui sont très efficaces. Le curcuma ne devrait pas manquer dans votre cuisine, le curcuma. Nous avons la cannelle, surtout pour des gens qui mangent beaucoup de sucre. La cannelle ne doit pas manquer dans notre alimentation. Le chocolat ne doit pas manquer. Donc ici, nous avons le curcuma, la grenade, le cacao, hein, donc chocolat noir à plus de 80%, la berbérine, ah oui, vous savez, la berbérine et la cannelle, mais vous savez, les personnes qui sont diabétiques, pour la plupart, les médecins leur prescrivent la metformine, qui est un médicament assez puissant, en tout cas, qui est un bon médicament. Et nous, en nutrithérapie, nous avons l'équivalent, qui est la berbérine. Mais plus que tout ça, au-dessus de tout ça, au-dessus de tous les médicaments. Donc, si la metformine va vous amener là, sachez-le, que l'activité physique vous amène plus haut. L'activité physique va vous aider plus que tout autre médicament. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les médicaments. Parce que ce que vous allez faire comme Georges. Si vous commencez à vous prendre en charge, mettez votre médecin dans le coup. Et après, c'est au médecin de voir s'il va vous enlever ces médicaments ou pas. Hein? Je ne vous apporte pas le discours de fuir le médecin. Non, plutôt le médecin est le praticien avec lequel vous devrez toujours être en contact. Bon, maintenant, vous avez deux modèles alimentaires. Le modèle alimentaire méditerranéen qui a produit la plupart des centenaires en Europe et il y a le modèle alimentaire d'Okinawa qui a produit la plupart des centenaires au Japon. Et vous allez voir que c'est l'élément phare ici. Vous avez l'élément phare ici dans le type méditerranéen, c'est l'huile d'olive. Or, généralement, parfois dans nos cuisines, on utilise beaucoup plus les huiles oméga 6. Et donc, l'huile d'olive et l'huile d'olive, l'huile de lin, oméga 3 manquent souvent. Or, souvent, on devait les avoir. Un peu d'huile à oméga 6, mais beaucoup d'huile à oméga 3, parce que ça permet d'aller resensibiliser les récepteurs à l'insuline. Et donc, vous avez beaucoup de fruits et de légumes. Voilà. Et moins de viande, vous allez voir que la viande est tout au fond là-bas. Donc, ça part, voilà, l'activité physique, les relations. En tout cas, il faut en abuser, je vous invite. Il faut faire beaucoup d'activités physiques et puis voilà, les relations humaines, en tout cas, vous avez la chance d'être en famille, profitez-en. Et puis, quand vous mangez, ben voilà, c'est comme ça que vous devrez constituer vos aliments. Les aliments les moins favorables pour le diabétique ou pour n'importe qui sont tout en haut. Donc, rarement, quelques fois dans la semaine, peut-être pas dans la semaine, quelques fois. Et nous avons ici le modèle alimentaire des centenaires d'Okinawa. Donc, beaucoup de fruits et légumes, et les tubercules verts et jaunes, les céréales, les féculents à faible indice glycémique. Nous avons les poissons. Le thé, c'est l'élément phare des centenaires d'Okinawa. Le thé vert. Et bon, il y a des viandes et sucreries. Et le thé, vous voyez, le thé vert est là. Et puis, il considère l'activité physique comme un aliment. Donc, vous voyez une grosse assiette telle qu'elle est grosse là, mais elle a moins de calories. Les centenaires, c'est ce genre d'alimentation que vous voyez, l'assiette qui est à côté, mais moins de calories par rapport à celui qui
et qui prendrait dans les fast-food, qui irait manger dans les fast-food. Alors qu'ici, l'assiette est assez fournie. Donc, voilà en termes d'alimentation ce que vous pouvez faire. Et puis, je vous ai dit qu'il faut gérer votre stress. Évitez d'abord de se stresser souvent. Et puis, faites du yoga, de l'activité physique, voilà, tout ce que vous pouvez mettre en place pour baisser le stress. Absolument, il faut baisser le stress. Il faut optimiser son sommeil. Sachez-le qu'il faut manger un peu plus tôt dans la soirée, pas de viande le soir, pas de viande, en tout cas pas de protéines animales le soir. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer. Parce que les protéines animales, donc les protéines animales pour le soir, contiennent des acides aminés branchés. Et ces acides aminés branchés vont aller concurrencer le tryptophane dans l'entrée de la barrière hémato-encéphalique. Et ça, il faut l'éviter. Et si, donc ces acides aminés branchés vont chamailler le tryptophane à l'entrée de la barrière encéphalique, ça veut dire que quoi? Quand le tryptophane n'arrive pas à rentrer dans votre cerveau, et le tryptophane étant précurseur de la sérotonine, or la sérotonine est aussi précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, mais beaucoup plus aussi l'hormone de la réparation. Donc, si vous n'avez pas permis, avec la concurrence de la viande que vous aurez mangée le soir, vous n'avez pas permis la production que votre tryptophane entre dans le cerveau, eh bien, la nuit est perturbée. Et comme la nuit est perturbée, vous n'avez pas assez de sérotonine, pour mieux dormir, et 2, pour vous réparer. Donc, évitez la viande le soir. Et en plus, la viande est bourrée de fer. Donc, je sais que la viande a plusieurs autres, le zinc, on en a besoin, la B12, on en a besoin, tout ça, on a dans la viande rouge. Mais il y a d'autres aliments qui sont riches, par exemple les poissons. Il y a plein d'aliments qui sont riches en ces oligo-éléments-là. Donc, on ne se cantonne pas à la viande. Mais la viande, je ne vous dis pas de ne pas la manger. Si, mangez-la quelquefois, les viandes rouges, mangez quelquefois, parce qu'on en a besoin aussi pour ceux qui peuvent manquer du fer, pour les jeunes filles qui, eux, ont des règles chaque mois, parfois, ils vont être déficitaires en fer. Oui, on en a besoin, mais pour les hommes, trop de fer, ça pose problème. Les femmes ménopausées n'ont plus besoin de prendre beaucoup de fer. Et donc, voilà, ça, c'est des choses. Or, le fer est pro-inflammatoire. Et j'ai dit que le diabète est aussi causé par l'inflammation, n'est-ce pas? La résistance à l'insuline est aussi provoquée par l'inflammation. Mais le fer est pro-inflammatoire. Ça, ne l'oublions pas. Donc, il faut aussi alléger son exposition aux polluants. Bon, nous avons plusieurs oligo-éléments, des vitamines, en tout cas les nutrithérapeutes ont une panoplie d'outils qui peuvent permettre d'aider le diabétique. Nous avons le magnésium, j'en ai parlé, le chrome, la taurine, le zinc, la vitamine D, la vitamine K, les acides gras oméga 3, je l'ai dit, les oméga 3, si ça manque dans votre alimentation, c'est pas bon. On les a dans les poissons, en tout cas les petits poissons, maquereaux, on les a dans les petits poissons, mais aussi dans les huiles du genre l'huile de lin. Baisser un peu notre consommation d'acides gras saturés, les acides à oméga 6, en introduisant dans nos cuisines les acides à oméga, les oméga 3, ça aide beaucoup, ça resensibilise les récepteurs à l'insuline. Les polyphénols qui sont dans les fruits et les légumes, on en a besoin. Alors, colorez votre assiette, colorez votre nourriture, votre alimentation. C'est-à-dire que si vous avez des fruits et légumes de plusieurs couleurs, mieux c'est. Parce que les polyphénols s'expriment dans ces couleurs-là. Donc, variez, vraiment, ayez des assiettes arc-en-ciel, quoi. Variez les couleurs. Et ça permet, déjà, vous vous dites que, en tout cas, j'arrive à avoir beaucoup de polyphénols.
Donc la berbérine, je vous ai dit, thiamine, benfothiamine, vitamine B5, mais aussi le rééquilibrage microbiotique. Le temps ne nous a pas permis de vous parler vraiment du microbiote intestinal, mais le nutrithérapeute que vous allez consulter ou le praticien devrait penser au microbiote aussi quand il traite du diabète. Retenons, le recours à un professionnel ou à votre médecin pour détecter vos déficits en oligo-éléments et vitamines est plus que nécessaire. C'est lui qui vous proposera les supplémentations utiles. Évitez l'automédication. Donc, quand vous voulez vous supplémenter de quelque chose, voyez un spécialiste. Bien, la conclusion, je l'ai empruntée au docteur Jean-Paul Courtet, dont je suis l'élève. Plutôt que d'adopter une solution techno-réductionniste, il va falloir respecter le caractère multidimensionnel du diabète et le manager par une approche globale. Il s'agit de revoir l'hygiène de vie. Il s'agit de ne pas se cantonner à une seule chose, mais c'est toute une vie qu'il faut changer. Nous vivons mal. Nous sommes dans une société qui ne nous correspond pas. Et voilà, aujourd'hui, j'espère vous avoir fait comprendre que vous pouvez vous prendre en charge. Prenez le pouvoir de votre santé. Améliorez votre hygiène de vie. Corrigez votre alimentation. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il est nocif. Ne vous gênez pas de vivre différemment que les autres. Si vous ne partez pas dans les fast-food, qu'on se moque de vous, mais vous, au moins, vous aurez votre santé, vous aurez préservé votre santé. Le miracle est là. Et j'espère que vous avez reconnu Georges, qui vous a parlé pendant toute cette soirée. À vous de prendre le pouvoir, parce que l'histoire de Georges peut aussi être votre histoire.